Bonjour à tous, bienvenue dans ce webcast distribué par le GUS. Donc aujourd'hui nous allons parler des nouveautés liées au Always On sous SQL Server 2014. Donc pour me présenter rapidement, mon nom est Sarah Bessard, je suis MCP SQL Server et consultante pour la société TeamVidia. Alors le Always On, c'est quoi? C'est une solution de haute disponibilité qui a vu le jour sous SQL Server 2012 et qui est à cheval entre deux technologies, à savoir le clustering Windows côté système et le miroir de base de données côté SQL1. Donc le niveau de protection du Always On englobe un groupe de bases de données autour duquel gravite un réplica principal et des réplicas secondaires sur lesquels, au besoin, on va pouvoir activer de la lecture seule. Donc tous les réplicas possèdent une copie des bases de données. Contrairement au cluster de basculement, on n'est pas sur du stockage partagé. Alors dans une même instance SQL, il peut potentiellement y avoir des dépendances entre les bases de données. Autrement dit, si on décide de basculer, c'est rarement pour une seule. Le cas échéant, ça peut poser certains problèmes, d'où la notion de groupe de disponibilité. Alors pour ce qui est de l'OS, dans cette démo, c'est Windows Server 2012 R2 qui a été choisi en sachant que c'est le couple idéal avec SQL Server 2014 pour du Always On. Pourquoi? Une bonne raison de migrer vers SQL Server 2012 R2, c'est de pouvoir bénéficier du quorum avec témoins dynamiques qui fiabilise grandement la partie cluster. Mais on y reviendra tout à l'heure. On va passer maintenant à la démo dont voici le schéma d'architecture. Donc en premier lieu, nous avons un domaine contrôleur sur lequel, pour des raisons pratiques, on va héberger le cluster. Alors évidemment, on s'abstiendra de le faire en production. Il faut savoir qu'Active Directory est un prérequis pour du Always On. Contrairement au miroir de base de données, la sécurité ne peut pas reposer sur l'utilisation de certificats. Nous avons également 3 VM avec une installation en mode standalone de SQL Server Enterprise. Là encore, en termes d'édition, on tombe sous le coup d'une limitation, parce qu'on doit s'en tenir donc aux éditions Enterprise, Data Center et développeurs pour la mise en œuvre du Always On. Alors on va partir du postulat suivant, la fonctionnalité Failover Clustering est déjà installée sur toutes les machines, donc le domaine controller et nos 3 VM SQL. Toutes les règles de firewall et les partages nécessaires ont déjà été créés. Donc pour résumer, il y a deux grandes étapes pour mettre en œuvre du Always On qui sont 1. La création d'un cluster au niveau système et 2. La création d'un groupe de disponibilité au niveau SQL. Ce groupe de disponibilité fera partie des ressources du cluster. Alors, dans un premier temps, on va se connecter au domaine contrôleur qui va héberger notre cluster. Mais avant de le créer, on va s'assurer que la fonctionnalité Failover Clustering est bien installée. Alors, on ne va pas le faire sur toutes les VM, c'est juste histoire de vous montrer où elle se trouve. Failover Clustering, très bien, elle est bien présente. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la création du cluster en utilisant la MMC Failover Cluster Manager dans les outils d'administration. Donc pour la création du cluster, rien de plus simple, clic droit, créer cluster. Donc dans un premier temps, on va renseigner la liste des serveurs SQL qui vont intégrer le groupe de disponibilité par la suite. Donc SQL SRV1, SQL SRV2 et enfin SQL SRV3. Alors on va bypasser la validation du cluster parce que ça risque d'être un petit peu long. Ce cluster, on va
lui attribuer un nom, donc always on. C'est pas très original, mais ça a le mérite d'être parlant. Et on va également lui assigner une adresse IP. On va bien évidemment confirmer la création du cluster always on. Donc le cluster always on a bien été créé. Et nos 3 nœuds SQL intégrés. Donc tout va bien. Donc on va maintenant procéder à la création du témoin dynamique pour consolider le cluster. Et pour ce faire, eh bien, on va devoir modifier la configuration du quorum. Alors pour rappel, le rôle du quorum dans un cluster, c'est pas seulement d'héberger sa configuration, mais c'est surtout de jouer le rôle d'arbitre en cas de défaillance d'un des nœuds. En dernier lieu, son rôle, c'est de garantir la cohérence du cluster en faisant en sorte que les ressources partagées, en l'occurrence le groupe de disponibilité à venir, ne soient montées que sur un seul nœud. Alors au sein du quorum, pour statuer sur l'état d'un nœud, il faut qu'une majorité se dégage parmi les nœuds votants, et donc que leur nombre soit impair. Alors en plus des nœuds qu'on a choisis comme votants, Windows Server 2012 avait déjà introduit la notion de témoin pour attribuer ce rôle à un tiers de type disque ou partage. Sous Windows 2012 R2, eh bien, le recours à ce témoin devient dynamique, c'est-à-dire qu'il n'entre en jeu qu'à partir du moment où le nombre de votants devient pair. Donc cerise sur le gâteau, le nombre de votants est recalculé à la volée et en quelques secondes, donc plus seulement à la création du cluster. Donc on va créer notre fameux témoin dynamique en modifiant la configuration du quorum. On va sélectionner un quorum témoin de type share et on va renseigner le chemin du partage qu'on a déjà créé au préalable. Et donc là, nous avons bien le témoin dynamique de type partage qui apparaît. Donc dans le cas présent, nous avons 3 nœuds SQL dans le cluster, donc 3 votants par défaut. Donc si on perd un des 3 nœuds, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le nombre de votants devient pair. Donc c'est à partir de ce moment-là que le quorum fera appel au partage témoin pour avoir une majorité, d'où l'intérêt. Donc ça y est, on a fiabilisé notre cluster. On va pouvoir maintenant passer à la partie SQL. Donc je vais me connecter à une des instances, SQL SRV1. Et donc la prochaine étape, bien, c'est d'activer la fonctionnalité Always On sur toutes les instances SQL qui vont intégrer le groupe de disponibilité. Donc on va pouvoir l'activer en passant par le configuration manager d'SQL. On va éditer les propriétés de l'instance, se rendre dans la section Always On qui m'indique que SQL SRV1 fait partie du cluster Always On. Et là, on va activer la fonctionnalité Always On pour notre instance. Alors si je n'avais pas fait partie d'un cluster, je n'aurais pas pu activer la fonctionnalité, elle aurait été grisée. Donc on va appliquer
et valider les changements en redémarrant l'instance SQL. Et on va faire de même sur SQL SRV2. Donc lancer le configuration manager de SQL. Éditer les propriétés de l'instance, se rendre dans la section Always On, activer la fonctionnalité et enfin redémarrer l'instance. Un dernier pour la route, donc SQL SRV3, même combat, on lance le configuration manager SQL, on édite les propriétés de l'instance, on se rend dans la section Always On et on active la fonctionnalité. Et enfin, on redémarre l'instance SQL. Donc on va pouvoir passer à la création du groupe de disponibilité. Pour ce faire, on va lancer SQL Management Studio pour se connecter à l'instance qui remplira le rôle de réplica principal, du moins dans un premier temps, donc SQL SRV1. On va lancer l'assistant de création de groupe de disponibilité. Et on va commencer par lui donner un nom. Ensuite, on va sélectionner là où les bases qui seront incluses dans le groupe de disponibilité. Alors, il y a quelques prérequis. Il faut que les bases de données soient en mode de recouvrement full et qu'une sauvegarde ait eu lieu. Donc, je ne vais en sélectionner qu'une. Ensuite, on va sélectionner les réplicas qui vont intégrer le groupe de disponibilité et qui en fait correspondent aux NoSQL qu'on a déjà dans le cluster. Donc SQL SRV1 est déjà présent, ce sera notre réplica principal. Il nous manque encore les réplicas secondaires qui seront SQL SRV2 et SQL SRV3. Alors j'en profite pour vous dire qu'en termes de protection et de scalabilité, on est plutôt bien loti. Le nombre de réplicas secondaires est passé de 4 sous SQL Server 2012 à 8 sous SQL Server 2014. Donc dans cette démo, nous avons deux réplicas secondaires, donc SQL SRV2 et SQL SRV3. Mais on pourrait encore en ajouter 6 autres. On va également pouvoir intégrer un réplica provenant du cloud Microsoft Azure. Donc au préalable, il faudra monter un tunnel VPN entre son infra et le cloud Microsoft. Et si on envisage de basculer chez Azure, il faudra aussi prévoir un domaine contrôleur là-bas. Donc en dernier lieu, il faudra s'assurer que la taille de vos bases de données n'excède pas 125 Go et avoir une bonne bande passante. Alors, sur chacun des réplicas, on va pouvoir sélectionner le type de bascule, donc manuel ou automatique. On va choisir une bascule automatique entre
le réplica principal SQL SRV1 et le réplica secondaire SQL SRV2. Donc automatiquement, on passe au mode synchrone sur ces deux nœuds, puisqu'on va pouvoir aussi définir le mode de synchronisation des réplicas secondaires en sachant qu'elles reposent sur le même principe que le miroir de base de données, c'est-à-dire qu'on rejoue les transactions. Donc on peut monter jusqu'à 3 réplicas synchrones, en sachant que c'est quand même plus coûteux en termes de performance. Et enfin, on va aussi pouvoir autoriser de la lecture seule sur les réplicas secondaires sans avoir besoin de passer par un snapshot contrairement au miroir. Alors, il y a une nuance concernant la lecture seule qui est qu'on vous laisse le choix entre Yes et Read Intent Only. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc je vais autoriser tous les réplicas en lecture seule dans le cas où ils seraient secondaires. Donc d'abord, on va faire un petit tour d'horizon de toutes les sections pour la configuration des réplicas. On va retrouver la notion de endpoint qu'on connaissait déjà avec le miroir, et c'est ce qui va permettre en fait aux instances de communiquer entre elles, donc pour l'envoi et la réception de messages dans une session Always On. On a également les préférences de backup, parce qu'il est possible de faire des sauvegardes depuis tous les réplicas. Donc dans ces préférences, on va pouvoir indiquer quel type de réplica est autorisé à sauvegarder, avec quelle priorité, l'exclure ou tout simplement proscrire la sauvegarde à partir du groupe de disponibilité. Et pour finir, on a la possibilité d'ajouter un listener qui sera le point d'entrée central des applications clientes, donc la data source. Alors ce listener, il a deux rôles en fait. Identifier le réplica principal, mais aussi router les requêtes en lecture seule vers le réplica qui va bien, en suivant des règles de routage que l'on pourra définir, mais après la création du groupe de disponibilité. Donc on va en créer un. On va lui donner un nom. Lui attribuer le port d'écoute 1433 et lui assigner une IP. Alors pour initialiser la synchronisation des réplicas secondaires, on va pouvoir indiquer à l'assistant, en fonction de la volumétrie des bases, si on a déjà anticipé les étapes de sauvegarde et de restauration et donc les bypasser. Donc dans cette démo, on va suivre l'intégralité du process et donc lui indiquer dans quel partage seront centralisés les backups. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, on a la configuration des points de terminaison, donc des endpoints. Il y a une session X-Event dédiée au groupe de disponibilité qui va être créée, en sachant que le X-Event à terme va remplacer le profiler. Il y a aussi la synchronisation des réplicas secondaires avec restauration en mode no recovery, etc., etc. Alors, notre groupe de disponibilité est créé. Donc, on y retrouve la liste de nos réplicas. Donc, SQL SRV1 est le principal, SQL SRV2 et SQL SRV3
sont des réplicas secondaires. La liste des bases de données qui participent au groupe de disponibilité et notre listener. Donc on va revenir maintenant à la différence entre read-only et read-intent-only, maintenant que vous savez ce qu'est un listener. Donc dans le cas de read-only, donc qui correspond à l'option yes, si on a sélectionné cette option sur n réplicas secondaires, eh bien, dans la chaîne de connexion à la base de données de votre application, vous pouvez spécifier le nom ou l'IP d'un réplica accessible en lecture seule dans la data source, donc SQL SRv2 ou SQL SRv3. Mais vous pouvez aussi utiliser le point d'entrée central, donc le listener à la place. Et bien dans ce cas-là, la connexion pointera toujours sur le réplica principal, quel que soit le type d'accès, lecture ou écriture. En revanche, dans le cas où on aura sélectionné le mode Read Intent Only sur n réplicas secondaires, eh bien, il reste une option à inclure dans la chaîne de connexion de votre application qui est Application Intent Read Only. Alors en fait, cette option, elle va permettre de ne pas surcharger le réplica principal en lecture en redirigeant toutes les requêtes vers le réplica secondaire qui va bien, en suivant des règles de routage que vous aurez définies sur chaque réplica dans le cas où il passerait principal. Alors, on va voir à quoi ressemblent ces règles de routage. Ce sera beaucoup plus parlant. Donc voilà, j'ai une première règle définie sur SQL SRv1 dans le cas où ce serait le réplica principal. On va rediriger les requêtes en lecture seule vers SQL SRv2 en priorité. S'il n'est pas disponible, vers SQL SRv3. On a une deuxième règle ici, associée à SQL SRv2 dans le cas où ce serait le réplica principal. Eh bien, on va rediriger les requêtes en lecture seule en priorité vers SQL SRv3 et s'il n'est pas disponible vers SQL SRv1. Et enfin, on a une troisième règle définie sur SQL SRv3 dans le cas où ce serait le réplica principal. Eh bien, on va rediriger les requêtes en lecture seule vers SQL SRv1 en priorité, puis vers SQL SRv2 s'il n'est pas disponible. Voilà. Donc ça, c'était pour la différence entre le mode Read Only et le mode Read Intent Only. Sur notre groupe de disponibilité, on a également accès à un dashboard qui va nous permettre de consulter son état. On va aussi pouvoir procéder à une bascule manuelle. Mais ce qu'on va faire, c'est tester dans un premier temps une bascule automatique qu'on a configurée entre SQL SRv1 et SQL SRv2 en désactivant la carte réseau du réplica principal, à savoir SQL SRv1. Mais plutôt que d'utiliser le nom
et l'IP d'un des réplicas en ligne, on va plutôt se connecter au listener du groupe de disponibilité, en sachant qu'il pointe toujours sur le réplica principal. Alors, accessoirement, de passer par le listener, ça va aussi nous permettre de modifier la configuration du groupe de disponibilité au besoin, sachant qu'on ne peut pas le faire depuis un réplica secondaire. Donc on va voir où en est notre bascule. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Que notre groupe de disponibilité a bien été basculé sur SQL SRV2. SQL SRV1 a été détecté hors ligne. Donc notre bascule automatique a bien fonctionné. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est remettre SQL SRV1 en ligne et on va voir ce qui se passe. Donc on va réactiver la connectivité réseau. Et donc là, on constate que SQL SRV1 est bien de retour dans le groupe de disponibilité. Donc tout va bien. Donc maintenant, on va basculer, mais manuellement, vers SQL SRV3. Donc on va sélectionner SQL SRV3, s'assurer qu'il est bien en ligne, et lancer la bascule. Bascule manuelle. Donc notre bascule manuelle a bien eu lieu. Donc SQL SRV3 a bien été promu réplica principal. Donc question, qu'est-ce qui se passe si le réplica principal tombe et qu'il n'y a pas de bascule automatique? En sachant qu'on a de la lecture seule autorisée sur les réplicas secondaires, comme c'est indiqué sur notre groupe de disponibilité. Donc là, on a autorisé la lecture seule sur tous les réplicas dans le cas où ils seraient secondaires. Donc ce qu'on va faire, c'est proscrire tout ce qui est failover automatique et puis voir ce qui se passe. On va tester. Donc SQL SRV3 est le réplica principal. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais désactiver sa carte réseau. Et alors là, quand j'essaie d'accéder au listener, qui pointe toujours sur le réplica principal, en fait, il n'y a rien qui se passe.
il semblerait que mon listener ne soit plus accessible. Normal. Alors en revanche, qu'en est-il des bases de données sur les réplicas secondaires? C'est-à-dire ceux qui autorisent de la lecture seule. Donc SQL SRv1 et SQL SRv2. On va le voir. Eh bien, a priori, la base de données en lecture seule sur SQL SRv1 est toujours disponible. Qu'en est-il de SQL SRv2? Bien pareil, la base de données est toujours disponible. Et alors, pour revenir à mon listener, voilà. Donc ce message d'erreur me confirme que mon réplica principal n'est plus accessible. Donc en fait, la disponibilité des réplicas secondaires a été améliorée. Avant, sous SQL Server 2012, quand le réplica principal n'était plus en ligne ou en cas de perte du quorum, ce qui est déjà un peu plus rare, eh bien les réplicas secondaires en lecture seule n'étaient plus disponibles. Mais ça, c'était avant SQL Server 2014. Donc il y a d'autres nouveautés sous SQL Server 2014, mais que je vous laisse le soin de découvrir. Donc vous trouverez quelques liens qui devraient vous permettre d'approfondir certaines notions. À noter que toutes les actions effectuées pour mettre en œuvre et administrer le Always On sont restituables en PowerShell, ce qui est quand même plus pratique pour industrialiser. Donc voilà, ce webcast est terminé. Au revoir.